Donc, alors, effectivement, tu as effectivement bien brossé le tableau, et c'est vrai que c'est un exercice difficile parce que tout à coup, on doit regarder un petit peu son travail. Pour moi, c'est quoi? C'est 10, 15 ans que l'agence est à Amsterdam. Et puis, au fond, essayer d'en dégager une certaine ligne, certains fils conducteurs. Alors, finalement, on s'aperçoit qu'au fond, on commence avec... on a une idée assez claire, puis finalement, à la fin, on a tout un tas de questionnements. Donc, merci Francis, merci de me recevoir à la Cité de l'Architecture. Mais c'est aussi l'occasion de regarder, de rappeler aussi finalement ce regard. C'est pas un regard qu'on a tout seul, bien sûr. C'est un travail qui se fait, qui est d'abord un regard partagé avec, bien sûr, les collaborateurs. Je citerai aussi en particulier, je profiterai de cette occasion pour mentionner deux de mes collaborateurs qui me suivent depuis 10 ans, Jimena Repeto, Oscar Puga. Et c'est ce qui fait en fait finalement au fond la sève d'une agence. Et puis c'est aussi tout le travail qu'on partage avec les architectes, les paysagistes et autres compagnons de ville, j'allais dire, avec lesquels on a envie de travailler, parce que quelque part c'est un désir aussi. Donc il y en a certains dans la salle. Guillaume Nehos, Laurent Niget, Barbara Salin, Marie-France Baldran, des personnes qui à un certain moment ont aussi partagé ce regard, ont accepté finalement de partir sur cette aventure. Et il y a également aussi des maîtres d'ouvrage qui portent aussi ces projets sur lesquels il y a un regard particulier, et ceux-là dont certains sont aussi dans la salle, je voudrais les remercier plus particulièrement. Alors ce regard, c'est aussi un regard un petit peu décalé d'une certaine façon, puisque ça fait 15 ans maintenant que l'agence est installée à Amsterdam, donc c'est aussi un regard croisé entre la France et les Pays-Bas, entre finalement ce qui se fait là-bas, ce qui se fait ici, ce qui pourrait finalement au fond être fait de part et d'autre. Et c'est une distance géographique qui est intéressante parce que finalement elle permet de regarder les choses autrement, et puis quelquefois de voir ce que normalement on ne devrait pas voir aussi. Donc c'est vrai que ces Pays-Bas apportent justement, je pense dans le travail que nous faisons, une certaine distance qui, je pense, se ressent aussi dans le regard qu'on va avoir sur les projets. Donc, alors, à Amsterdam, finalement, concevoir la ville, c'est bien souvent plutôt stratégique qu'autre chose. Et finalement, on s'aperçoit que même si on est dans la stratégie, on est dans la planification, on part quand même toujours du réel, de la réalité urbaine, et aussi on se pose la question en fait de l'endroit où on va pouvoir agir véritablement. C'est-à-dire que l'on fait peut-être un petit peu moins, je dirais, comme finalement les choses se font en France, où finalement on a quelque chose comme ça d'un peu plus cartésien, où souvent il faut d'abord pouvoir tout contrôler, il faut d'abord pouvoir répondre à toutes les questions avant d'avancer, avant de commencer. Là, les choses sont beaucoup plus immédiates et on les fait. Et la première question qu'on se pose, c'est effectivement sur quoi on va pouvoir agir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et au-delà, bien sûr, aussi de toute cette planification, de ces stratégies, il y a ce qui compte, c'est aussi tout simplement le plaisir d'habiter, je dirais, une certaine convivialité, ces lieux qu'on s'approprie, même lorsqu'ils, a priori, ne sont pas appropriables, ça fait rien, on les envahit, on le vit. Et finalement, au fond, il y a une certaine, je dirais, presque simplicité, une certaine sérénité aussi, dans la façon dont les choses, la façon dont les choses se font, et aussi bien sûr dans ce qui est fait. Alors le projet de Zaanstad, le projet de Zandwerf plus particulièrement, le site de Zandwerf à Zaanstad, donc c'est effectivement peut-être le point de départ, je dirais, de
tous mes questionnements, finalement de ces regards un peu croisés sur la façon dont on fabrique la ville, ou dont on va la refabriquer. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un site industriel. Et la question, effectivement, comment est-ce qu'on implante de nouveaux quartiers qui ne contiennent plus ces industries? Comment est-ce qu'on fait pour finalement lancer véritablement ce processus de dynamique, de renouvellement urbain. Donc quel levier, quel moteur, quels outils, comment on va finalement faire avancer les choses. Je ne décrirai pas plus le projet, parce qu'effectivement, bon, Francis l'a dit, il a été finalement pas mal montré, c'est un projet ancien, mais quelque part, ce qui prime peut-être, ou en tout cas peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que derrière cela, il y a une envie de ne pas couper complètement le projet de sa mémoire, même si la destination est différente, même si on n'a plus des industries, on a du logement, c'est un quartier résidentiel. Et c'est aussi, bien sûr, ce travail de couture, en fait, ces questions dont on se pose, les coutures urbaines, les coutures paysagères, les coutures urbaines, mais sur, effectivement, le quartier, mais également aussi la couture sociale. Comment est-ce que, on raccorde finalement à la fois ces habitants qui ont toujours été sur ce site, qui l'ont connu lorsqu'il était fortement industrialisé, et comment est-ce qu'ils vont toujours s'y sentir bien finalement au fond dans un quartier reconstruit, rénové, refabriqué. Alors, ce qui me frappe aussi aux Pays-Bas, c'est que, au fond, on s'aperçoit que souvent les villes les plus dynamiques, celles qui ont su finalement trouver véritablement un essor, une capacité d'agir, de faire, eh bien, ce sont souvent des villes qui ont été meurtries ou en tout cas délaissées. On connaît bien sûr Rotterdam. Là, il s'agit d'Almer. Effectivement, donc c'est une ville qui s'est dotée d'une ville des années 80, fin 70, et qui, à un moment donné, s'est dotée d'une centralité, un centre-ville qui a été réalisé donc, par Rem Koolhaas, par OMA. Et en fait, dans cet exemple, ce qui est quand même frappant, c'est comment, au fond, une ville qui était considérée comme une banlieue, il y a 20 ans, une banlieue complètement sans intérêt, comment aujourd'hui, en fait, cette ville est non seulement l'un des attracteurs, en fait, on va dire, de la métropole, et donc du Randstad, puisque la métropole néerlandaise, c'est le Randstad, hein, ce sont ces 4 villes principales reliées par un cœur vert. Donc, comment cette ville-là, finalement, est passée d'une banlieue complètement oubliée il y a 20 ans à tout à coup, non seulement effectivement un lieu qui est maintenant sur la carte, mais qui également aussi est entrevu comme étant l'une des futures centralités en fait de cette métropole pour 2030. Et ça, c'est effectivement cette capacité d'agir et de trouver finalement un potentiel au travers, j'allais dire presque de la meurtrissure. Donc, ces questions-là, finalement, au fond, ça m'amène à me dire que finalement, peut-être qu'on peut appliquer la même chose, peut-être lorsqu'il s'agit de refabriquer en fait des secteurs, des quartiers, retravailler donc sur des quartiers proches de quartiers des années 60-70 en France. C'est peut-être qu'on peut finalement y porter ce même regard. Donc là, sur un site donc qui est situé sur le nord de la France, donc, nord de Paris, un site d'Étartres entre Stein, Perfit et Saint-Denis, et puis surtout avec la proximité du Clos Saint-Lazare, la proximité de la cité Lavoisier et 2 autres cités également des années 60. Donc
l'idée, c'est de se dire qu'au fond, peut-être qu'il faut croire que ces lieux-là peuvent avoir aussi finalement ce potentiel, peuvent avoir cette vitalité aussi pour pouvoir recréer, repartir de là et recréer véritablement des lieux de vie différents. Et je crois qu'effectivement, en portant un regard différent sur ces lieux, dès lors, bien sûr, qu'on va les accompagner de restructuration profonde, de métamorphose aussi urbaine, pas simplement de réhabilitation, comme on dit, eh bien, je pense qu'il y a une vraie façon, une possibilité pour que finalement on puisse réussir ce pari. Donc, sur ce secteur, finalement, au-delà de la stratégie urbaine qui est bien sûr alliée tout un tas de dispositifs de transport. On proposait effectivement de renforcer cet axe nord-sud qui relie Plaine Commune à Paris, de également mettre en synergie ces deux pôles nord-est, à la fois Paris-Nord-Est et la tangentielle. Et puis au milieu, on retrouve effectivement ce site des Tartres. On sent comme finalement il est extrêmement bien desservi, il y a une potentielle. Mais au fond, le levier majeur, ça reste quand même ce lieu, ce site des Tartres, qui est en fait une sorte de grand vide géographique. Aux abords, donc, j'ai dit, du Clos Saint-Lazare, des archives nationales, et ce lieu-là est à la fois une sorte de déclivité plantée, envahie par une sorte de friche maraîchère, et puis il est encore plus pénalisé parce qu'en fait il est frappé sur ses deux tiers, donc quasiment sa totalité, du cône de bruit, donc des deux aéroports qui se trouvent à proximité, donc une constructibilité qui est quasi nulle. Donc finalement on s'aperçoit que peut-être que ce vide contraint, peut-être que finalement il est précieux et peut-être qu'il va falloir se demander comment le garder, comment le valoriser. Alors, on a imaginé avec le paysagiste Michel Dévigne, on a finalement imaginé qu'au fond, peut-être qu'au lieu de proposer à nouveau un parc, le secteur en a quand même un certain nombre, on a finalement proposé un lac qui soit un véritable lieu de rencontre, qui soit un lieu programmé, qui soit finalement un lieu à la fois ludique, d'activité sportive, qui puisse finalement apporter en fait cette vraie convivialité et puis réunir autour d'un grand programme particulier à la fois les cités Lavoisier, cité Allende, le Clos Saint-Lazare, mais aussi des nouveaux quartiers donc des maisons, des lieux qui vont être plutôt effectivement tourné vers de l'habitat de plus haut standing. Et peut-être que effectivement ce serait le moyen d'avoir plus de mixité sociale. Donc ici finalement l'attitude a consisté à, au fond, peut-être retourner complètement les contraintes d'un site en avantage et considérer que finalement, au fond, eh bien, les handicaps sont peut-être parfois une chance qui pouvait être donnée à ces quartiers et à leurs habitants. Alors, tisser les quartiers, c'est aussi... lorsqu'on travaille en 2001 sur la reconversion des terrains Renault à l'époque, c'est aussi finalement se poser la question du tissage entre, là encore, un quartier des années 60, la dalle du Pont de Sèvres, et un nouveau quartier. Comment est-ce qu'on va pouvoir plus particulièrement agir peut-être moins sur le nouveau quartier, parce que finalement un nouveau quartier, a finalement peut-être plus de chances, je dirais, de s'en sortir, de se connecter, qu'un quartier existant, qu'un quartier qui en plus de ça est considéré ici comme étant plutôt un quartier négatif, il est rejeté, il est délaissé.
Et finalement, au fond, dans nos propositions, là de contraste volumétrique, de contraste peut-être aussi de texture urbaine, bien, ce dont il s'agit avant tout, bien, au fond, c'était de mettre en valeur ce qui existait, ce qui était déjà là, et ce qui, au fond, apporte toujours une véritable force particulière à ce quartier. Donc, le levier fondamental qui va être mis en place va être en fait celui essentiellement de la programmation. On va s'appuyer sur la programmation pour réussir, au fond, cette couture urbaine entre ces deux lieux. Alors bien sûr, ça passe par les logements, et c'est aussi toute cette dynamique en fait de programme qu'on va pouvoir enclencher. C'est aussi cette synergie de programmes et comme les commerces par exemple, qui sont déjà plus ou moins existants sur un lieu, sur une dalle. Comment est-ce qu'on va pouvoir les renforcer pour les mettre en relation directe avec des nouveaux commerces? Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler aussi et s'appuyer sur des activités, sur des grands programmes, sur des sports, pour véritablement pouvoir faire avancer la question de cette couture en fait entre ce que l'on va apporter, ces nouveaux quartiers, et des quartiers qui existent et qui ont du mal à exister. Et bien sûr, ça passe aussi par, j'allais dire, la qualité et la valeur du lien qu'on va tisser entre les habitants. Alors nous avions imaginé au fond que peut-être que la passerelle qui menait à l'île Seguin, où à l'époque devait s'implanter la fondation Pinault, on a imaginé qu'au fond on pouvait peut-être y arriver par une place haute, par la dalle, et au fond ramener comme ça sur la dalle aussi un peu de cette culture, un peu aussi de mélanger finalement au fond ce qui allait créer de la valeur et de la valeur ajoutée au quartier, et puis ce quartier-là qui existait déjà. Donc désenclaver la dalle par une vraie mixité d'usage et par sa valorisation. 10 ans plus tard, les terrains Renault sont le quartier que l'on connaît, donc c'est ce nouveau quartier qui a été conçu par Patrick Chavannes. Et en fait, on a été retenu sur un concours, non pas sur le concours n'a pas été gagné, mais on a été retenu pour faire ce concours sur ce qu'on appelle maintenant donc les macro-lots, qui sont des sortes de lots extrêmement importants, ici 42 000 m², sur lesquels on fait une sorte de petit projet urbain. Donc finalement, au fond, 10 ans après, on va se reposer ces mêmes questions, ces mêmes questionnements quant à la couture à nouveau de cet îlot, de ce macro-lot avec le quartier. On est un tout petit peu en dehors du trapèze, on est vraiment en relation avec ce qui s'appelait à l'époque les îlots épars, qui étaient ces îlots on va dire pseudo-haussmanniens, et donc qui finalement au fond sont un petit peu en dehors de tout le travail d'îlotage qu'a fait Patrick Chavannes. Donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir finalement assurer là aussi des transitions, comment est-ce qu'on va pouvoir articuler finalement les différentes échelles et les différentes textures, et revisiter aussi donc des textures urbaines qui existent aux alentours, tout en infiltrant ce qui nous semble important de l'usage des espaces collectifs, des lieux du public, d'une certaine façon, lorsque le semi-public s'ouvre sur l'extérieur. Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi donner des parcours différents, des densités différentes?
à l'intérieur de cet îlot. Donc là aussi, les questions à nouveau d'imbrication de programmes, de parcours, des logements en accession, des logements sociaux, une cité artisanale également sur le rez-de-chaussée. Tout ça est imbriqué, tout ça en fait se réunit pour au fond essayer d'apporter non seulement une différenciation, une notion de contraste sur ces lieux, mais aussi un véritable, je dirais, un dialogue en fait avec ce qui se passe autour. Et puis, bien sûr, c'est aussi le plaisir d'habiter ces lieux et de profiter à chaque fois qu'il est possible, au fond, de créer des espaces, j'ai dit, des espaces collectifs, des espaces où on va pouvoir échanger, des espaces de convivialité. C'est aussi possible de créer ces espaces-là à l'intérieur des îlots d'habitation. Sur Lyon-Confluence, en fait, avant de passer sur Lyon-Confluence, juste une remarque comme ça, un peu générale, mais qui fait partie d'un des grands, enfin, en tout cas pour nous, d'une des grandes questions, une question un peu cruciale. C'est au fond comment, à l'intérieur de ces fabriques ou de ces grandes fabriques de morceaux de ville comme ça, comment, au fond, on va pouvoir se poser la question du scénario urbain, la question du dialogue architectural. Comment est-ce qu'on va pouvoir garder le fil un petit peu au fond de ce qu'on raconte, garder aussi une certaine cohérence. Alors voilà, c'est une question que les réalisateurs urbanistes se posent, bien sûr. Et puis c'est aussi la question qu'on se pose quand on intervient, comme là, c'était le cas pour nous, sur un îlot, l'îlot A, sur Lyon-Confluence, donc un quartier qui a été dessiné, mis en place, réalisé par François Gréter. Donc architecte, acteur, comment est-ce qu'au fond, sur quoi on se rattache, et puis ces questions de scénario qu'au fond, on a du mal parfois à la fois à écrire et à la fois à suivre quelquefois lorsqu'on est acteur. Alors ici, sur Lyon-Confluence, on a une chance inouïe, c'est qu'au fond, on a un grand paysage absolument dominant, omniprésent, et une véritable puissance, j'allais dire, à la fois des fleuves, à la fois du coteau. Donc le scénario est avant tout paysager. Ce sont ces coteaux, ce sont aussi ces mouvements de l'eau, c'est tout ça qui, au fond, va être le point sur lequel on va s'accrocher pour travailler sur le lot, essayer de ramener au fond un peu des morceaux de paysage à l'intérieur de ces bâtiments. Ce paysage, c'est aussi un paysage qu'on a souhaité infiltrer dans cet îlot, extrêmement dense. Ça, c'était j'allais dire un morceau écrit de notre rôle, donc par François Gréter. Les plots sont proches, on a une vraie densité, donc il nous a semblé important à l'intérieur de ça de recréer des vrais parcours. Donc on traite les halls comme des véritables jardins d'hiver en connexion avec les alentours. On offre des vrais parcours à l'intérieur donc de ces bâtiments, de ces plots. Et puis, dans les logements même, en fait, on essaie d'infiltrer véritablement des poches paysagères par endroits, qui sont donc des terrasses, qui sont plus que des terrasses, qui sont des loggias, qui sont des pièces à vivre véritablement à l'extérieur. Et ça nous semble être une chose importante dans la qualité des logements que l'on peut offrir aujourd'hui. Là, en plus de ça, c'est vrai que le paysage s'y prête parfaitement. Donc, l'idée, quelque part, c'était d'essayer, au fond, de fondre
j'allais dire, les bâtiments dans ce paysage, de retrouver comme ça à la fois dans ces formes acérées une sorte de cascade vers le coteau, de retrouver des mouvements, de retrouver des reflets, de travailler avec l'eau, de travailler avec le ciel. Les bâtiments ont une peau entièrement vitrée, par endroits sur les plots, donc ce sont des panneaux à ventelle qui coulissent sur donc la barre qui longe l'une des rues et qui s'avance comme ça vers le coteau. Là aussi, le travail en fait sur la capture, j'allais dire, du paysage dans le projet est quelque chose qui était extrêmement important pour nous, l'idée d'arriver à peut-être s'effacer par rapport à ce qui est prédominant sur ce lieu. Et puis c'est cette rencontre fait aussi rentrer ce paysage à l'intérieur des logements, au travers des terrasses, au travers bien sûr de ces lieux qui sont des véritables lieux d'appropriation, des véritables lieux aussi de plaisir, ces doubles pots. Un mot quand même de ces doubles pots, là aussi peut-être que ça fait partie de ces inconvénients qu'on peut parfois retourner en avantage. On est sur un site, Lyon Confluence, donc qui fait partie du programme Concerto, des demandes extrêmement élevées en matière environnementale. Donc maintenant, bon, tous les projets sont BBC. À l'époque, c'était pas le cas, puisque donc ce sont des opérations qui sont terminées en 2010. Et au fond, notre réponse a été de traiter en fait ces questions-là par des doubles pots qui sont finalement de l'espace en plus pour les gens, de l'espace en plus pour s'approprier finalement les lieux et avoir donc d'autres façons d'appréhender son logement. Alors, on sent bien finalement que l'un des leviers principaux de la reconversion de sites, du renouvellement en fait urbain, eh bien c'est évidemment le logement. C'est finalement de construire du logement. Le logement va être finalement le lien entre les autres programmes. C'est ce qui va permettre eh bien de pouvoir véritablement réussir ces quartiers. Alors, c'était déjà le propos un peu manifeste, assez manifeste d'ailleurs, d'Adriaan Reuze dans les années 90 aux Pays-Bas, lorsque l'État décide de favoriser la construction d'1 million de logements dans le Randstad en l'espace de 10-15 ans. Et il fait cette installation au NAI, qui est donc l'Institut d'architecture néerlandais, et il veut par là alerter sur le fait que, au fond, le nombre ne fait pas forcément la qualité. Bien sûr, il y a l'urgence. Bien sûr, il faut répondre à l'urgence du logement, mais peut-être ne faut-il pas oublier aussi tout ce qui l'accompagne. Alors, aujourd'hui, finalement, on se retrouve en France dans une situation assez similaire, puisque on annonce 500 000 logements qui vont être construits par an. Et je pense que ça peut être véritablement un levier formidable. Ça peut être un levier formidable pour aller plus loin dans le logement, plus loin que simplement la construction de logements en nombre, plus loin que simplement répondre à l'urgence. Alors, aller plus loin, qu'est-ce que c'est dans la réflexion du logement ? Eh bien, finalement, on s'aperçoit que se poser la question de ce qui va être fait en plus, c'est se poser la question finalement des lieux où on va pouvoir être généreux, des lieux où on va pouvoir apporter d'autres choses que simplement le logement, le bout de terrasse. Alors,
aller plus loin, c'est peut-être aussi penser à insérer des lieux collectifs pour les habitants, profiter des restructurations pour faire des vraies métamorphoses et insuffler véritablement d'autres lieux, des lieux de convivialité à l'intérieur des logements. C'est aussi finalement penser des nouveaux sols, s'approprier les terrasses des entrepôts pour construire. C'est aussi penser le logement étudiant avec des espaces collectifs qui soient autre chose que tout simplement quelques mètres carrés qu'on va donner aux surfaces qu'on va appeler des locaux communs. Non, ça doit être autre chose, ça doit être de la qualité en plus. C'est aussi parfois dans des systèmes, ici, une résidence-service, c'est un programme extrêmement contraint de logement temporaire, se poser la question du plus, la question de l'ouverture sur la ville, la question de la mobilité de la façade. C'est aussi donner des jardins suspendus dans des endroits qui sont extrêmement denses, dans des endroits où on a de la ville dense, c'est répondre aussi autrement à la densité, par la compacité, par ce qu'on a appelé des îlots épais. Et puis c'est aussi finalement essayer au maximum à l'intérieur donc des logements qu'on va pouvoir proposer, et là évidemment ça demande aussi un accompagnement réglementaire, pouvoir avoir des lieux qui soient des lieux, peut-être des lieux ouverts, mais qui soient des lieux appropriables, où au fond les habitants qui ont des logements qui sont de plus en plus petits ont la possibilité d'avoir d'autres lieux, des lieux qui vont pouvoir s'approprier, organiser une fête, avoir de l'événementiel, etc. Toutes ces choses qui sont du plus et dont on a tant de mal finalement au fond à trouver la façon de les mettre en place, la façon de les faire passer. Alors on les propose bien sûr en tant qu'architecte, mais bien sûr ça fait partie de beaucoup de projets et de concours perdus. Mais parfois aussi on en gagne avec des plus. C'est le cas effectivement d'un projet dans le bois habité. Et là, eh bien, pour faire passer le plus, on s'aperçoit qu'il faut 10 ans, 2002, 2012. Le projet vient d'être livré. On est donc dans le bois habité, c'est un projet urbain de l'agence du Sapin Leclerc qui met en place en fait tout un système et qui proposait donc de réfléchir au fond sur l'habitat individuel dense, groupé, qu'est-ce qu'au fond on pouvait faire avec cela. Donc au concours, en fait, nous avions exploré complètement cette idée-là en essayant d'aller plus loin, et là encore en se disant qu'au fond, qu'est-ce qui fait le logement individuel ? Eh bien, c'est peut-être le rapport au sol, c'est ce rapport dans les parcours, c'est la façon qu'on a de rentrer chez soi par un extérieur. Et à moins de mettre tout le monde effectivement sur des rez-de-chaussée, ce qui n'est évidemment pas ce que l'on veut faire, parce qu'on veut continuer à travailler, à explorer effectivement ces densités, ces capacités. L'idée, c'est au fond de se dire que bien peut-être qu'il faut travailler sur des sols en plus. Peut-être qu'il faut essayer de trouver d'autres parcours. Donc on avait proposé comme ça de travailler d'un projet sur des strates avec du rez-de-chaussée, des jardins, des tissages de parcours, de lieux collectifs, de lieux privatifs, des jardins privatifs. Et puis au-dessus, au premier niveau, au fond, une deuxième nappe, des lieux, donc des passerelles, des plattelages qui permettaient finalement au fond que la rencontre se fasse, qu'on trouve là en partie haute à nouveau ces mêmes qualités d'usage, ces mêmes qualités de rencontre, ces mêmes cadres en fait également pour donner finalement planter, j'allais dire, le décor de cette convivialité qu'on recherche, de ces rencontres que l'on cherche entre les habitants. Donc l'agence a
décidé une sorte finalement de petit, j'allais dire, c'était une sorte de micro-projet urbain, parce qu'en total, il y a 1500 mètres carrés, 3 plots, à l'intérieur desquels donc, un autre architecte, Black Architecture, est venu s'insérer. Les logements sont tous très ouverts sur l'extérieur. Le travail en fait qui a été mené, c'est tout ce travail de tissage. Comment est-ce qu'on imbrique les choses, mais comment est-ce qu'au fond on arrive quand même à maintenir la qualité d'usage, la qualité j'allais dire de l'intimité aussi, du chez-soi, et comment malgré tout ça peut s'imbriquer. Et puis donc cette strate haute au premier niveau. Donc 10 ans après, ce projet est construit, il vient juste d'être livré. Donc moi qui vous parle d'usage et qui vous parle de rencontres, vous n'allez pas le voir sur ces images. Comme m'a dit Philippe Ruot, qui a donc pris ces photos, il me dit que en fait, il faut toujours prendre des photos des projets en 3 temps, avant, pendant, quand on vient les livrer, et puis après. Donc voilà, rendez-vous dans 1 an, lorsque effectivement ces lieux seront beaucoup plus vécus, appropriés. Mais d'ores et déjà, on voit qu'au fond, par exemple, les continuités de rue sont traitées autrement, la perméabilité se fait autrement. On a essayé également à ce que finalement cette notion, cette idée de bois habité, ce scénario de bois habité prenne place aussi dans le projet lui-même. Et puis ces passerelles, qui sont ces lieux qui vont finalement pouvoir favoriser la rencontre des différents habitants et effectivement favoriser le fait que bien chacun soit chez soi, mais pas uniquement. Quelques vues sur les logements, le travail aussi de tissage à l'arrière avec les jardins, et puis des lieux qui s'ouvrent complètement. Là encore, je crois la relation en fait au jardin, au paysage, à l'extérieur est quelque chose qui compte de plus en plus dans le logement. Il faut se battre pour de grandes fenêtres, il faut on a d'autres façons de répondre aux questions environnementales qu'en faisant des meurtrières à la place de fenêtres. Je crois qu'il faut absolument préserver ce rapport direct qui sont la première qualité. C'est une qualité toute simple, pouvoir ouvrir tout grand ces fenêtres. Et puis ces futurs lieux de tissage, de terrasses, on voit aussi que, ou bien au fond, plus que des terrasses, ce sont vraiment des pièces extérieures. Donc j'espère que très vite, les habitants vont se l'approprier, vont véritablement l'utiliser comme tel. Sur le projet, donc j'y viens, ce projet donc, de Terre-Neuve Nord, qui est un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui se trouve donc à Bègles. Avant de passer sur ce projet, je crois ce qui m'y amènera d'ailleurs, c'est que bien sûr, au-delà, il y a donc tous ces plus du logement, tout ce qu'on peut apporter au logement, mais bien entendu, derrière ça, il faut effectivement qu'il y ait aussi le levier et en tout cas toutes les stratégies d'accompagnement en fait qui sont nécessaires à ce logement. Alors, bien entendu, ce sont effectivement les questions de transport, des questions de mixité, les questions de programmes hôtes, les questions d'équipement qu'on va pouvoir finalement associer à la dynamique de ces logements. Donc sur ce site des Terre-Neuve, en fait, au départ, il y a, comme très souvent lorsqu'on aborde les projets urbains, cette fois, il y a des schémas directeurs. Là, c'était un schéma directeur qui a été mis en place par Cantal Dupart et qui donc proposait, via, bien sûr, avec l'arrivée du tramway sur le site, de restructurer donc le site de Oru-Iffarge
donc qui est une cité des années 60, en redonnant donc des éléments construits comme ceci. Le travail en fait qu'on a fait au travers de certaines prescriptions, que ce soit sur la trame urbaine, que ce soit où on a apporté finalement une densité qui nous semblait être plus propre à celle du lieu, qu'il y a aussi plus lié aux compacités, au travers à nos dispositifs, celui d'associer finalement ce lieu à ce qu'on appelle les barrières de Bordeaux, qui sont ces franchissements, ces portes. Nous, on y a plutôt, j'allais dire, opposé. Pas opposé, on l'a décliné dans notre concept plutôt non pas comme une porte, mais plutôt comme une articulation. Il ne s'agissait pas d'avoir une entrée sur Bordeaux ou une entrée sur Bègles, mais plutôt d'articuler les deux et d'y trouver une vraie dynamique. Et de trouver par là des espaces publics qui, au fond, n'allaient plus être forcément centrés, forcément dans des perspectives traditionnelles, mais qui allaient s'organiser plutôt selon un certain nombre d'autres lignes de force, d'autres séquences. On pense là le projet beaucoup plus sous forme de séquences, d'ouverture, de succession de lieux que véritablement de grandes perspectives classiques. Et puis la place, sur laquelle effectivement il nous a semblé qu'à cet endroit-là, finalement au fond, s'il devait y avoir une place, elle devait être généreuse, elle devait s'articuler à la fois avec Bordeaux, à la fois avec à l'intérieur de la Cube, et qu'elle devait au fond contenir en elle-même tous ces prémices, tous ces mouvements, et en tout cas tous ces prémices aussi de véritable centralité maintenant à l'intérieur de sites qui sont beaucoup plus vastes, puisque maintenant on a un territoire qui se trouve au cœur de toutes les futures reconversions qui vont être menées à l'intérieur de Atlantique et de toutes les futures reconversions urbaines du territoire de la Cube. Donc, l'idée, là, c'était effectivement d'utiliser à la fois l'arrivée de ce tramway et puis ce futur franchissement du boulevard pour trouver la dynamique de l'espace public, pour trouver aussi, au travers de la dynamique de l'espace public, la dynamique du quartier, pour, là encore, se dire, bon, à quel endroit on va pouvoir liaisonner les quartiers, par quel endroit on va pouvoir véritablement infiltrer en fait les choses, mélanger, imbriquer des quartiers existants, les quartiers à venir, et puis à l'intérieur de cela, bien sûr, donner une véritable place qui soit une place territoriale, qui soit une place qui s'inscrive véritablement dans la portée plus territoriale de ce lieu. Alors c'est une place un peu particulière, c'est une place, j'allais dire une place habitée, une place où les bâtiments et l'espace public se fondent. Une place qui est juste traversée par son tramway et sur laquelle on va associer à la fois donc, de nouveaux bâtiments et puis la restructuration d'une barre, donc laquelle alors c'est plus qu'une restructuration parce qu'en fait on a proposé dans le plan urbain qu'il y ait une véritable extension. Il me semble important que dans les restructurations de ces sites, ici donc effectivement la cité aux rues Farges, il nous semble important qu'on puisse également véritablement créer des métamorphoses, véritablement associer en fait les bâtiments que l'on conserve également dans la mutation des formes. Et
Cela, bien sûr, accompagne également la mutation des programmes, mais il passe aussi par l'identification de la forme, l'identification des volumes, la volumétrie, qui va être finalement celle qui finalement va constituer aussi ces espaces publics, va constituer ces lieux entre les projets. Donc, au Rue Farge, on est quand même sur un lieu assez délaissé au départ. Donc, et en même temps, on est sur ce site et on a là le futur boulevard qui longe donc d'un côté Bordeaux, de l'autre Bègle, et qui crée complètement toute cette ceinture dans l'agglomération. Donc c'est aussi effectivement se dire, bon, comment ces volumes-là, ces barres en nu que l'on garde, qui vont faire partie de cette nouvelle dynamique, comment est-ce qu'on va pouvoir leur redonner un nouveau souffle, comment est-ce qu'on va pouvoir finalement les associer complètement à cette dynamique. Donc on propose bien sûr, alors ça passe bien sûr par la densification, mais ça passe aussi par finalement cet espace public. Espace public qu'on va proposer de glisser également jusque sous les bâtiments existants. C'est-à-dire qu'il y a une véritable osmose à la fois des bâtiments existants, des nouveaux bâtiments et de la place. Donc, espace public majeur, celui de la place, et puis aussi des espaces publics autres qu'on va retrouver, j'allais dire, plus au tissage des quartiers, plus à l'intérieur des quartiers, moins sur le boulevard, moins sur finalement la façade, j'allais dire, de Bègle. Mais néanmoins, ces lieux-là sont aussi des lieux extrêmement importants, parce que c'est aussi finalement le lieu où on va pouvoir travailler sur les rez-de-chaussée, à la fois non seulement implanter, travailler sur ces synergies de programmes dont je parlais tout à l'heure, sur les nouveaux blocs, mais aussi sur ceux qui existent, ceux que l'on garde. On va changer les programmes, on va travailler sur cette chose, et on va essayer finalement de réfléchir au fond à la façon dont cette synergie, les parcours vont pouvoir se mettre en place, la façon dont ces espaces publics vont pouvoir vivre, vont pouvoir prendre place, et puis surtout la façon dont ils vont pouvoir finalement au fond vivre, dont les liens en fait vont pouvoir se tisser. Là, c'est un petit peu sur la... Donc, à l'intérieur de ces lieux, on réalise deux bâtiments. Un sur la place. Là aussi, il est question d'un travail sur les doubles pots, il est question de filtres, il est question aussi de retrouver la minéralité de la place, il est question de l'associer donc à ce lieu. Le travail aussi sur, là encore, la relation au paysage, que ce soit le paysage urbain, que ce soit le paysage un peu plus lointain, donner des lieux qui soient des lieux extérieurs extrêmement importants, vastes, des loggias, des pièces à vivre, tout ça s'ouvre, retrouver des densités paysagères, puis en contrepoint de cet espace extrêmement minéral à l'intérieur de ces lieux, et puis ouvrir aussi les bâtiments, offrir finalement des lieux qui sont qui j'allais dire appellent en fait l'œil sur le regard, offrir des parcours, créer des surprises. C'est tout cela aussi l'espace public, hein. C'est aussi au fond ces émotions que l'on peut créer depuis les traverses, depuis la place, et c'est ce travail qui se fait finalement plus, je crois, en séquence que véritablement on n'offre pas tout d'un coup. Les choses se découvrent petit à petit, dans une succession, dans l'émotion. Donc à l'intérieur de cela, bien sûr, il y a tout
dispositif, je dirais un processus urbain qui s'est mis en place. Les projets sont actuellement en construction. Brochel-la-Juste-Pueyo, qui intervient donc sur ces trois blocs, sur ces trois îlots, avec entre les deux cette placette, cet espace public. Donc c'est la rencontre aussi de trois bâtiments et puis d'un lieu public entre les trois. C'est aussi finalement au fond dans ce qui est donné, j'allais dire, ce qui est distribué comme rôle à chacun, c'est cette compacité, c'est traité, on parle ici, on est sur des blocs plus que sur des îlots. Cela permet justement de travailler ces espaces de jardin, ces espaces qui sont un petit peu aussi ces restitutions des maisons individuelles qu'on trouve à l'arrière, de l'autre côté de la rue. C'est un petit peu ces lieux-là qui sont revisités là encore. Un autre bloc donc, qui est réalisé lui par l'ANE Architecture, qui met en relation aussi directement ces quartiers dont je parlais, et puis le passage du tramway avec donc ces commerces, avec ces lieux plus animés. La Noire-Courrian, donc, qui travaille aussi également sur la restructuration de l'une de ces bars en U, et puis à l'intérieur un espace qui existe déjà là aussi plus ou moins, qui est planté, qui est densifié, et qu'on propose là aussi de décloisonner. Il faut pouvoir passer à l'intérieur, il faut pouvoir liaisonner en fait ce cœur d'îlot, le transformer en fait presque en square, pour qu'effectivement on ait ces tissages de quartier, on puisse avoir des choses qui se mettent en place à la fois entre les habitants qui sont sur le site, qui ont connu Iffarge, qui ont vécu Iffarge, et puis ces nouveaux habitants qui vont arriver. Et je pense que rien finalement mieux que ces espaces-là, l'espace public, que ces espaces collectifs, que ces successions de lieux ne peut réussir mieux sur ces questions de tissage de population. Et puis là, bien sûr, tu en parlais, Francis, donc le bâtiment de King Kong, qui est donc premier bâtiment achevé sur ce projet et qui a eu toutes les récompenses. Je crois qu'il vient d'avoir l'un des prix au forum Agora, l'Agora donc 2012. Donc voilà, on est ravis parce qu'en fait c'est un exercice qui n'est pas si simple. Et là, donc, on voit à la fois cette extension des doubles pots, là aussi de l'espace en plus qui est donné donc à ces logements où on retrouve donc vont retrouver finalement ces espaces de loggia, tampons, et puis le bâtiment qui vient redonner aussi là la lecture de ce qui sera la future place et qui est déjà, vous le voyez, appropriée par les enfants. Donc cette place se mettra en place pour 2014, normalement, ces espaces publics, et les bâtiments, eux, sont en cours. Là aussi, bon, je ne déclinerai pas trop, je ne vous parlerai pas trop des logements, mais le travail, là aussi, c'est un travail sur la flexibilité des logements, c'est un travail sur donner à nouveau ces espaces en plus, ces doubles pots, c'est un travail sur des typologies nouvelles, des typologies à patio, offrir le ciel aussi, on n'y pense pas assez, offrir aussi, travailler aussi sur des logements très épais. C'est ce qui permet aussi d'ouvrir plus sur l'extérieur. Donc tout ça sont des pistes comme ça qu'on a pu mettre en place sur ces projets et qui sont en cours donc de construction et dont les constructions sont terminées en 2013. Mais finalement, au fond, peut-être que la question qui est au cœur, je crois, de la réussite de toutes ces grandes transformations, et finalement, c'est peut-être celle de l'engagement.
peut-être celle aussi de l'équilibre de l'ensemble de ces intervenants, que ce soit celle des pouvoirs publics, que ce soit les urbanistes, les architectes, les paysagistes. Penser la ville finalement ensemble, la penser collectivement, en débattre, échanger, débattre des choix, prendre des risques aussi, parce que finalement au fond c'est ce qui permet de faire et surtout d'agir, même si on doit se tromper. Parce que je pense qu'il faudra une certaine audace pour gagner ce pari. Je vous remercie.